Et voilà, enregistrement parti, nous y sommes. Donc, rebonjour à tous et toutes, Yvan Connoir pour vous parler aujourd'hui de DDR. Après un premier petit sondage rapide, nous constatons qu'il semblerait que beaucoup d'entre vous, ou quasi-totalité, n'aient pas entendu parler de DDR. Bon, pourtant, que ce soit au sein de l'armée française, que ce soit au sein d'autres armées, ont des armes dans le monde. On verra la portée de ce qu'appelle le désarmement dans ce qu'on entend par DDR, et on démobilise aussi. Ça veut dire qu'un soldat est démobilisé quand il a fini sa période active, ou bien un soldat est démobilisé quand un conflit est terminé et que l'on diminue les armées. Et on va voir que c'est ce qu'on a fait de manière très importante en Europe dans les années 90, alors que dans les années 2025-26, là où nous sommes aujourd'hui, on est plutôt parti pour une période de réarmement. Et puis bien évidemment, une personne qui est démobilisée est une personne qui va aussi devoir réaffronter la vie civile, et ça c'est la partie réinsertion, réintégration. Et c'est une partie qui touche autant au nord qu'au sud, et on va voir ce que ça implique et ce que ça veut dire. Voilà. Alors, cette séance est officiellement lancée. J'essaye de mettre voilà, bon, ma photo là dans un petit coin. Et on va démarrer avec cette photo que vous voyez ici, celle d'un enfant soldat. On va parler des enfants soldats dans cette présentation. Comment on va faire ce cours? On va le faire en trois temps. Le premier temps, c'est le professeur expose des concepts et des définitions, etc. Le deuxième temps, ça va être un rendu sur le terrain. Vous allez partir avec moi en Afrique centrale et on va regarder un film qui illustre le plus grand programme de désarmement qui ait jamais eu lieu sur une échelle multi-pays de manière récente. C'est celui du MDRP, Multi Demobilization and Reintegration Program, Multi-Country. Demobilization and Reintegration Program. Donc, on va regarder ça ensemble et on reviendra après pour finir et discuter de la problématique des enfants soldats et des thématiques de réinsertion et de réintégration. Ça va? Est-ce que vous avez des questions avant de vous lancer ou pas? À Pour tous à l'instant, la fois. Pour l'instant, non? C'est beau? Eh bien, c'est parfait. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par DDR? L'incontournable adieu aux armes. Ah, si ça avançait, ça serait mieux. Bon, voilà. Il faut faire un peu d'histoire. Alors, je ne sais pas si vous aimez l'histoire, vous l'avez peut-être lu dans les livres, vous l'avez peut-être vécu comme moi, mais il faut se remettre dans les années 89-90. Dislocution, disparition pardon, de l'Union soviétique, donc 15 républiques qui explosent en l'air, et puis peu après, 7 autres États créés sur l'ancienne Yougoslavie. Donc deux États disparaissent, 22 États naissent, et on a aussi, dans les années 90, la fin de processus de décolonisation. La Namibie, vous connaissez tous comme destination touristique, mais la Namibie, c'est un État qui s'est décolonisé en 1990 de l'Afrique du Sud. Le Timor-Leste a finalisé dans les années 90 une guerre, en 98-99, contre l'occupant militaire, l'Indonésie, et avant de tomber sous la tutelle d'un régime de type proconsul des Nations Unies, et aujourd'hui, c'est un État indépendant. On peut en dire de même du Kosovo, que les Serbes revendiquent comme une terre à eux, et que les Kosovars, évidemment, qui sont albanophones en matière linguistique, revendiquent comme étant leur terre à eux. Ils sont reconnus par une centaine d'États, mais pas par la planète entière, et encore moins par l'Union soviétique pour être acceptés sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité. Bref, toutes ces guerres, qu'elles soient en Somalie, qu'elles soient en Côte d'Ivoire, qu'elles soient sur une base ethnique, une base politique, une base identitaire, une base de décolonisation, explosent. Pourquoi elles explosent? C'est parce que les anciens parrains, entre guillemets, les ont lâchés. Les Américains ont abandonné l'appui qu'ils offraient à un certain nombre d'États pour continuer des guerres internes, ou d'appuyer via proxy des groupes X, Y, Z. Et le fait que ces guerres se multiplient fait que quand elles se résolvent, ou soit par un accord de paix, soit par un accord de cessez-le-feu, elles produisent chacune des ex-combattants, c'est comme ça qu'on les appelle, par milliers. La guerre de décolonisation, par exemple, en Namibie, a vu l'ancien mouvement armé nationaliste, la SWAPO, devenir une partie de l'armée nationale namibienne. Ce n'est plus un mouvement rebelle, c'est une armée nationale. Pardon. Les anciens dits rebelles du Kosovo sont devenus l'armée nationale du
du Kosovo. Les anciens aussi, on en parlera pour la Côte d'Ivoire, mais les anciennes forces du Nord se sont réintégrées dans les forces nationales de Côte d'Ivoire. Bref. En Somalie, par contre, c'est pas encore résolu. Vous le savez sans doute, on a des djihadistes appelés Shabab qui veulent l'implantation d'un État islamiste en Somalie, et eux ne sont pas encore démobilisés, donc c'est pas encore fini. Bref, chaque guerre produit des combattants dont on ne sait pas quoi faire et comment les recycler et comment les réintégrer. Et les Nations Unies se grattent un peu la tête. À l'époque, c'est un secrétaire général qui s'appelle Boutros Boutros-Ghali, un grand monsieur, un Égyptien francophone qui a été après secrétaire de la francophonie. Et ce monsieur met sur de l'avant un agenda pour la paix 92 et 95. Et cet agenda pour la paix essaye de répondre à des nouvelles questions. Que fait-on de ces nouveaux conflits internes? Comment doit-on y mettre fin? Et il met de l'avant des mots comme peace building, c'est-à-dire consolidation de la paix, des mots comme DDR, des mots comme justice transitionnelle, des mots comme réconciliation, toutes choses qui vous paraissent banales aujourd'hui, mais qui à l'époque sont un peu révolutionnaires. Parce que les Nations Unies, du temps de la guerre froide, entre, on va dire, 48 à 90, ont été gelées par le fait que les grands de ce monde avaient des positions opposées, nettes, claires et précises, et qu'on n'interférait pas dans les affaires de l'autre. Voilà. Quand les soviétiques sont entrés en Tchécoslovaquie ou en Hongrie, personne n'est venu à la rescousse des rebelles démobilisés qui ont tous pris le chemin des goulags soviétiques avant de rentrer chez eux un jour d'après. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte. Deuxième contexte, comprendre que le DDR, c'est une réalité qui est multifactorielle. D'abord, le désarmement qui fait suite à un cessez-le-feu ou à une paix. Premier objectif, c'est la sécurité. Désarmer, ça veut dire enlever les armes de combattants pour les rendre à la vie civile, mais surtout aussi leur empêcher de continuer la guerre. Voilà. Donc, les désarmer, c'est aussi les positionner sous une autorité militaire, soit nationale, soit étrangère, soit multinationale, comme les Nations Unies, dans des camps possiblement, avant de les démobiliser formellement et les rendre à la vie civile. C'est ce qu'on verra. Deuxième défi, le défi social. Pas facile de réintégrer un ex-combattant qui a passé 4-5 ans sur le front ou qui a été 10 ans dans la jungle comme en Colombie ou en RCA ou au Congo. Ces personnes-là doivent tout réapprendre. Il y a un logiciel de vie sociale, d'intégration à une famille qu'on a perdue, de réconciliation avec ses pairs qui pensent que vous êtes un meurtrier. Tout ça, ce sont des enjeux sociaux, politiques, mais qui touchent aussi au traumatisme à la fois des anciens soldats comme des populations hautes, qu'il va falloir régler, tout simplement, pour empêcher clairement une récidive. Enjeu économique, qu'est-ce qu'on fait de ces anciens soldats qui ne savent plus rien faire que de tenir une arme? Il faut les recycler, il faut les former, il faut les mettre au travail, il faut leur donner soit un capital, soit une terre, soit un actif qui puisse leur permettre de rebondir de manière agricole, de manière industrielle, de manière artisanale, etc., etc. Il faut les insérer dans la machine du développement. Là aussi, nouveau défi. Enjeu de genre, enjeu d'enfant, enjeu de genre parce que les conflits violents engendrent généralement des violences basées sur le genre extrêmement fortes, pas dire extrêmes. Je lisais récemment, cette semaine, un bilan de l'Union africaine sur le conflit entre le Tigré, province du nord de l'Éthiopie, et le pouvoir central, et l'Érythrée, qui est l'État voisin. En 2 ans, 600 000 morts et, le viol comme arme de guerre sur une base systématique. Systématique. Et je ne me parle pas des fosses communes et des centaines de milliers de disparus, etc., etc. Donc, des problématiques liées aux violences basées sur le genre, le viol utilisé comme arme de guerre. Toutes ces choses-là, vous les voyez, j'imagine, dans les cours que vous avez en droit international humanitaire. Et les enfants, combien y a-t-il d'enfants soldats? On ne le sait pas. Quel est le chiffre créé pour illustrer la problématique des enfants soldats? On pense que l'on parle d'à peu près 300 000 personnes. C'est un chiffre qui a été un peu dressé au doigt mouillé par les Nations Unies parce qu'on ne peut pas les compter. Par définition, le recrutement d'un enfant, son utilisation comme enfant soldat, ou on verra l'autre terme, enfant associé aux forces et groupes armés, c'est un crime. Et ceux qui les manipulent savent parfaitement qu'ils sont des criminels en les utilisant.
Pour souvenir, la première personne à avoir été incarcérée à la Cour internationale de justice à La Haye, à la Cour pénale internationale, pardon, à La Haye, s'appelle Monsieur Lubanga. Son crime, recrutement d'enfants. Et tout le monde sait ce qui l'attend si jamais il recrute des enfants. Enfin, des enjeux politiques. Que fait-on de ces anciens représentants de groupes armés? Certains sont juste des groupes, je vais dire, économiques. Aujourd'hui, le LN en Colombie, c'est un groupe économique qui fait de la drogue, qui vend de la drogue, qui tire ses revenus de la drogue et qui fait semblant de faire de la politique. Les FARC, forces armées révolutionnaires de Colombie, qui ont été démobilisées en 2016, ont, elles, dans les accords qui ont été signés, les 5 accords qui ont été signés entre le groupe et l'État colombien a garanti la représentation des FARC au Parlement, leur garantissant ainsi que leur lecture idéologique de la société et de ce qu'il faudrait pour la transformer est un écho au Parlement. C'est rare d'arriver à ce stade ultime de représentation, mais ça existe dans le cadre d'un accord de paix et c'est tout à l'honneur de la Colombie d'avoir accepté cet accord-là. Bref, il faut, en faisant de la politique, en réintégrant ces anciens combattants, éviter tout retour aux armes et consacrer l'adieu aux armes. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, ça va. Ça va? Bon. Et les autres? Parce que s'il n'y a que Nina qui parle, elle va avoir mal à la gorge à la fin du cours. Oui, Samuel? c'est clair, monsieur. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est le but du jeu et puis comme je ne vous vois pas, je ne veux pas parler tout seul pendant 3 heures. Alors, qu'est-ce que le DDR? Il a fallu attendre, 2005 pour avoir une définition du DDR. Ça veut dire qu'on avait déjà beaucoup réfléchi pendant 15 ans sur, les différentes formes et pratiques de mise en œuvre de ce principe. Remarquez le fait qu'il est tout à fait louable que l'on ait une définition du DDR, quand dans le même temps, certains autres concepts ne trouvent toujours pas une explication au sein des Nations Unies. Par exemple, y a-t-il une définition du terrorisme? Et la réponse est il n'y en a pas. Chaque État ayant sa propre lecture du terrorisme. Bon, le DDR, lui, a reçu une définition. On va regarder ensemble, elle est très simple. Désarmement, la collecte, le contrôle et la mise à disposition. Alors ça peut être de l'État hôte ou de l'État vainqueur ou d'une force multinationale de maintien de la paix des Nations Unies ou autre, des petites armes, armes légères et des développements de programmes de gestion responsables des armes. Alors, petites armes et armes légères, ça forme un acronyme que vous devriez connaître, on appelle ça des ALPC, armes légères et de petit calibre. Ça va du pistolet individuel à la Kalachnikov et jusqu'au bazooka que l'on porte à l'épaule. Mais ça peut par extension aussi parfois viser, aujourd'hui certainement, les drones qui vont être visés par ces activités de désarmement. Ça peut être certains types de missiles, ça peut être d'autres types d'armes. Nina, vous avez une question, je vous écoute. Pardon, je suis désolée de vous interrompre, mais armes à petit calibre et par exemple les bazookas, ça rentre à l'intérieur? Sur quoi ils se déterminent Tout pour... simplement parce qu'elle est portée par un homme. Tout simplement. Un seul Ok, homme suffit à la faire ok, fonctionner. Aussi simple que ça. ok, Donc un petit merci. bazooka, ce qu'on appelle un missile Stinger, qui est un missile assez connu parce que c'est un missile anti-aérien sol-air qui a fait des ravages durant la guerre en Afghanistan contre les forces soviétiques et qui était manipulé par les moudjahidines afghans, largement fourni par les Américains via le Pakistan. Vous voyez, on est en pleine guerre internationale de guerre froide. Bah, ça, c'est considéré comme une arme légère parce qu'elle est portable par un combattant qui peut l'actionner tout seul pour aller descendre un hélicoptère qui lui passe sur la tête. Voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Et avec plaisir. Le programme de gestion, alors la question de la gestion, elle est elle aussi multifactorielle. Qu'est-ce qu'on fait avec ces armes? Alors vous verrez que dans l'histoire des programmes de cessez-le-feu, de paix, de réconciliation, etc., etc., souvent on brûle des armes. Vous avez en Côte d'Ivoire, je pense au Burundi, en RCA, on fait des feux d'armes pour symboliser le fait que la guerre est finie, que les populations sont réconciliées, que les armes doivent être abolies, etc., etc. On peut les détruire. J'ai des films sur le Liberia ou le Sierra Leone où on voit des artisans scier les armes avant de les enterrer, avant de couler une chape de béton dessus pour être sûr que c'est fini, on ne pourra plus les réutiliser.
D'autres font passer des tracteurs ou des pelleteuses sur les armes pour les rendre complètement inappropriées à l'usage. Bref, il y a un côté très symbolique dans le mode de gestion. Certains aussi décident de les garder. Si vous avez, une dizaine de variétés d'armes qui viennent à la fois de Chine, des États-Unis, d'Israël, de France et de je ne sais pas où, vous pouvez décider que vous allez garder peut-être les américaines ou que vous préférez les Russes et que vous allez les garder dans votre arsenal pour reconstruire une armée légale et légitime. C'est quelque chose qui relève de la souveraineté du gouvernement en place de décider ce qu'il va faire de ces armes. C'est un autre sujet, et puis là j'ai des films savoureux à cet égard, mais j'ai pas le temps de vous les montrer. La démobilisation. La démobilisation, c'est la transformation, le changement radical d'un combattant en civil. Ça commence très simplement par déshabiller un homme. Vous lui enlevez ses habits militaires, vous le mettez dans des habits civils, vous l'écartez de son commandement, soit parce que vous l'invitez à rentrer chez lui, soit parce que vous le mettez provisoirement dans un camp, soit parce qu'il est dans une caserne pour un temps temporaire, et vous lui rendez des papiers civils et vous le remettez à disposition de la société. Au Rwanda, quand une personne, on en parle beaucoup actuellement avec la démobilisation du M23, et des FDLR, qui sont les forces Hutus qui sont dans le bush et dans l'est du Congo depuis 1994. Quand ces gens-là acceptent de se démobiliser, et beaucoup le font, ils sont amenés à la frontière avec le Rwanda, ils sont amenés dans un camp de démobilisation et on leur dit retourne à la maison sur ta colline, parce que le régime administratif c'est la colline, retourne sur ta colline, va voir les tiens, va serrer tes enfants, tes petits-enfants, tes parents que tu n'as pas vus depuis 30 ans, etc. Une fois que tu es prêt, tu reviens au camp de démobilisation et là, tu vas passer par un processus de démobilisation qui est essentiellement une entreprise à la fois de brainwashing, on enlève tout ce qu'il y a de négatif dans ta tête, les ethnies, le crime, le génocide, et puis on va te remettre des éléments positifs sur aujourd'hui c'est quoi le Rwanda, c'est quoi la constitution, c'est quoi le fait de ne plus parler d'ethnie, c'est quoi le fait de reconstruire ta vie, comment et quels sont les outils qu'on va t'offrir pour reconstruire ta vie, etc., etc. Donc c'est un processus complexe, très, très culturel, très consommateur d'argent, d'énergie, de ressources humaines, qui a besoin d'un backup des Nations Unies ou de la Banque mondiale pour appuyer ce processus. Et on va voir comment. Et la réintégration, c'est l'objectif ultime, c'est que tout un chacun se sente bien de retour chez lui. Soit parce qu'il a évidemment retrouvé femme, famille, enfance, soit parce qu'il a retrouvé un emploi, soit parce que la communauté ne l'a pas ostracisé. N'oublions pas qu'il y a plusieurs sciences à la notion d'ex-combattant. Quand vous êtes un ex-combattant, guerre 14-18, bon, il n'y en a plus, mais guerre 39-45, plus beaucoup non plus. Mais ex-combattant pour des militaires français, ça a un sens. Ça veut dire qu'on a participé à des campagnes, il y a eu une camaraderie, il y a eu un esprit de corps, on a obéi à des ordres politiques sur lesquels on n'avait aucune influence, on s'est battu ensemble et donc on a le sentiment d'appartenir à quelque chose et surtout on veut que la nation nous reconnaisse. Ça veut dire que la nation nous honore tous les ans le 14 juillet, et nous honore le 11 novembre, et nous honore le 8 mai, et nous honore chaque fois qu'on a un anniversaire à célébrer. Ça fait partie aussi de la réintégration symbolique. De manière plus large, la réintégration, c'est quand vous avez les mêmes droits que tous les autres civils dans le même espace, la nation, le département, ce que vous voulez, et que vous êtes libre de vous développer économiquement, socialement, familialement, etc., etc. On va voir qu'il y a d'autres R qui se sont ajoutés au fil du temps à ce premier DDR. Le premier, c'est la réinsertion. Entre la démobilisation, on va dire je vous libère de votre camp le 1er mars, et le jour où vous allez être finalement réintégré ou pensé comme tel, eh bien, il va y avoir une phase d'incertitude. Et cette phase d'incertitude est une phase où je n'ai pas encore les outils de ma reconstruction économique, je n'ai pas tous les papiers qu'il me faut, je n'ai pas été encore bien accepté par ma communauté haute, ma femme veut plus me voir, enfin blablabla. Et pendant cette phase-là, on appelle ça la réinsertion progressive. C'est une phase de courte durée où, avec l'appui de l'État, on va essayer de m'aider à survivre. Alors, je dis bien survivre, non pas vivre richement, mais survivre. Au Congo, il y a 15 ans, j'ai fait du DDR moi-même au Congo. L'allocation mensuelle, c'était 20 dollars.
Avec 20 $, vous pouviez acheter les produits de base qui vous permettaient de survivre quand vous étiez au fond du Congo. Ça, c'est une réalité. Bon, pour d'autres situations, ça va être autre chose. Mais cette réinsertion, elle vous permet de satisfaire à vos besoins en attendant qu'on trouve le programme de réintégration idoine. Ça peut être retourner à l'école, ça peut être aller dans une école d'apprentissage, ça peut être bénéficier d'un crédit, ça peut être etc., etc. On va le voir. Et puis s'ajoutent d'autres R. Certains, je pense que c'est en Côte d'Ivoire, rajoutent la réconciliation. La réconciliation, c'est on veut vivre ensemble au final. Au final, nous sommes une Côte d'Ivoire unie. C'est les apparences. On s'est quand même divisé pendant 10 ans, mais aujourd'hui, on se réconcilie, on est unis, on a fait la paix, on peut circuler librement d'un point à l'autre du territoire, on a un pouvoir politique fort aujourd'hui et on est réconcilié avec tout ce que ça a de symboles politiques au niveau d'un cabinet ministériel, au niveau de la redistribution des ressources, au niveau des actes symboliques de réconciliation collective, etc., etc. Le deuxième R, c'est le rapatriement. Alors, le rapatriement, ça concerne des éléments étrangers présents dans un conflit national. J'en ai déjà parlé. Citez-moi un exemple. Qui peut être à rapatrier d'un État à l'autre dans le cadre d'un processus de DDR? Pas tous à la fois. Robin, Rose, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'en pensez pas grand-chose, semble-t-il. Alors, on va parler pour vous. Euh, les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, dont j'ai déjà dit que c'était des représentants des anciennes forces armées rwandaises qui ont commis le génocide avec les Interamwe, ces milices hutus extrémistes qui ont tué 800 000 Tutsis au Rwanda, comme vous le savez. CFDLR, une partie de CFDLR est historiquement restée dans l'Est du Congo. Et c'est tout l'objet de la publication que j'ai demandé à Magali de partager avec vous. Vous avez un document qui s'appelle 25 ans de présence et de travail de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies de stabilisation du Congo, qui est toujours présente, 8000 hommes dans l'Est du Congo. Qu'est-ce qu'a fait la MONUSCO en matière d'appel de ces ex-FDLR pour les inviter à rentrer petit à petit, petit à petit, petit à petit et par petits groupes au Rwanda? Bon, ça s'appelle du rapatriement. Parce que le rapatriement est organisé entre deux États. Le Congo accepte que cette personne quitte son territoire. Le Rwanda accepte que le national rwandais présent au Congo de manière illégale, illégitime, rentre au Rwanda avec des garanties d'impunité. Impunité, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être jugé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder dans son passé et comprendre quelle était sa chaîne de commandement, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a agi, est-il justiciable ou pas, ou les faits sont-ils prescrits ou pas. Ça, c'est du droit rwandais. Mais cette personne a manifesté le choix de rentrer chez elle, et donc il faut la rapatrier. Plus proche de nous, et une fois de plus, dans les articles que j'ai invité Magali à partager, pensons aux Français. Vous avez des Français, Françaises et enfants de Français, autres nationalités. Les enfants sont nés durant la guerre du djihad en Syrie. Des Français sont allés s'impliquer dans la guerre du djihad en Syrie, du côté de l'État islamique. Et ces Français ou ces Françaises, aujourd'hui, veulent rentrer. Et ça, c'est du rapatriement d'éléments étrangers pris dans un conflit qui n'est pas le leur, puisque ce n'est pas un conflit de la France à l'étranger, pris dans une guerre extrême, celle de l'État islamique contre le reste du monde, et qui aujourd'hui sont dans des camps dans le nord et dans l'est de la Syrie, gérés par des forces démocratiques kurdes. Et ces forces démocratiques kurdes sont payées par les Américains et par les Français pour gérer des camps de prisonniers dont on ne sait pas quoi faire. Disons les choses très clairement. Ça fait 10 ans qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Et la France est très résistante à l'idée de les rapatrier en groupe. Et la France les rapatrie au compte-gouttes, en particulier les enfants. Et ça n'exclut pas que les mères ou les pères soient par après jugés par la justice française pour les crimes qu'ils ont commis.
Voilà. Donc rapatriement d'éléments étrangers. Et puis on peut trouver aussi reconstruction, donc le vœu d'une nation réconciliée étant de reconstruire tout ce qui a été détruit en infrastructure, en économie, en tissu social, en art de vivre ensemble, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir certains programmes de DDR qui finissent par être du DDRRR. Par exemple, désarmement, démobilisation, réinsertion, réintégration. Vous pouvez avoir du DDRRR, désarmement, réintégration, rapatriement et réconciliation. Tous ces R peuvent se combiner, miracle de la langue française, ensemble pour illustrer ce qu'est le processus de DDR. Ça va, je vous ai pas perdu? Allô, Non, allô? non, Non, c'est beau? ça va. Excellent. Alors ça, c'est pour les définitions. Maintenant, dans quel sens, de manière classique, le DDR s'organise-t-il? Bien évidemment, à la base du DDR, il y a souvent un conflit. Même la guerre froide était en soi un conflit, même s'il était froid. À la fin de ce conflit, on a un cessez-le-feu, on a une séparation des forces, on a un accord de paix, et les termes de cette séparation, cessez-le-feu, accord de paix, de séparation des forces, est évidemment géré par des militaires qui vont progressivement passer le flambeau à des non-militaires, qui sont des politiques ou qui sont une force de maintien de la paix des Nations Unies ou une force encore régionale, ça peut se faire. Dans un ordre normal, mais parfois c'est l'inverse. Dans un ordre normal, on va commencer par désarmer les combattants sur lesquels on s'est mis d'accord préalablement. Un accord de paix, généralement, est un accord qui prévoit un nombre X de combattants à désarmer. Pour atteindre la paix, il faut que la partie vaincue ou la partie qui accepte de désarmer ait les sentiments qu'elle ne soit pas flouée par l'autre partie. Donc on va désarmer idéalement de manière égale, ou bien on va désarmer de manière totale si une partie est complètement vaincue et accepte de rendre toutes ses armes pour faire partie d'un accord de paix et avancer. Est-ce que toutes les armes sont rendues? Alors ça, c'est la grosse question à 1 000 €. Là, ouais, généralement non. Généralement, on s'arrange pour, donner les mauvaises armes et puis peut-être en garder quelques-unes si on n'a pas complètement confiance dans la poursuite du processus de paix, et cetera, et cetera. Phase 2, les gens qui sont désarmés vont rentrer dans un camp de démobilisation, dans un processus de démobilisation, si c'est sur une base individuelle. Ce processus de démobilisation, géré par des composantes nationales qui relèvent du ministère de l'Intérieur pour l'octroi de papiers d'état civil et d'identification de l'individu. Pardon, excusez-moi, d'identification de l'individu. C'est un processus assez compliqué parce que je m'appelle Pierre, j'ai été démobilisé dans le nord de la Côte d'Ivoire parce que je faisais partie d'une force opposée au pouvoir central. Qui dit que je m'appelle Pierre? Qui dit que je suis ivoirien? Qui dit que je ne suis pas d'une autre nationalité? Qui dit que je ne viens pas d'un autre pays? Ça devient compliqué parce que évidemment, vous n'avez pas vos papiers. Évidemment, vous n'avez pas une carte d'identité, rebelle Pierre, qui veut se démobiliser. Alors ça prend ça c'est parfois ça offre parfois des possibilités de dilemme quant à l'identité de la personne qui veut se démobiliser. Et puis dans la phase de transition qui suit, alors j'ai dit donc démobilisation, ministère de l'Intérieur, mais aussi ministère de la Santé. J'ai visité des camps de démobilisés au Congo. Démobilisation au niveau santé, ça veut dire quoi? Test VIH, test syphilis, test tuberculose, test autres tests qui vont, remettre entre guillemets, la personne, au centre de l'attention médicale et savoir si il va bien, il va pas bien, elle va bien, elle va pas bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme protocole de traitement pour remettre cette personne en santé? Parce que des années de bouche, ça n'arrange personne. On est bien d'accord. Et puis des mobilisations aussi, comment dire? Civiles, c'est-à-dire commencer à vous insuffler un sens de: «C'est quoi la vie d'après?» Vous n'avez aucune idée quand vous êtes 5 à 10 ans dans le bush de c'est quoi la vie d'après. Vous avez été désalphabétisés. En Colombie, j'ai vu des jeunes, ils ne savaient même plus écrire 1 + 2 = 3. C'était fini. Ils l'avaient appris à l'école primaire, ils avaient tout oublié. Et il faut les reprendre un par un pour les réalphabétiser, pour leur réapprendre les fondements de base de c'est quoi, A, B, C, D, E et puis 1 + 2 = 3 et ceci jusqu'à un niveau équivalent à peu près à celui de la quatrième, française.
Et à partir de la quatrième, les inciter à faire un part de formation technique pour les réintégrer durablement dans un emploi et dans la vie économique. Donc après la démobilisation, réinsertion avec l'octroi d'un package par mois. Donc on est sur du cash for life, du transfert monétaire pour vivre tout simplement. Et puis une réintégration progressive, comme on l'a vu et on le verra, dans des programmes soit éducationnels, soit de formation technique ou autre. Ça peut être aussi une pension, si vous êtes un officier supérieur âgé. Ça peut être une pension d'invalidité si vous êtes un ancien combattant, etc., etc. Donc, le DDR, un processus itératif, voilà le schéma visuel classique, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez bien toute la diapo là? Parce que moi je vois un truc devant là qui me gêne. Comment on fait pour arrêter ça? Pom, 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 pom. Non, non, je n'ai pas Enfin, en besoin tout de me cas, voir. Oui, ça vous va? Attendez, là, ça y est, je viens de faire l'inverse de ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Décision de mobiliser. Il y a un point important ici, vous le voyez, c'est coordination des donateurs. Ça prend de l'argent. Et quand vous sortez d'un conflit, par définition, que vous soyez le groupe rebelle ou que vous soyez l'État, économiquement, vous n'êtes plus très solide. Alors, si vous voulez que cette paix soit garantie, dans le meilleur des cas, vous avez un engagement des bailleurs de fonds qui peuvent s'appeler Union européenne, qui peuvent s'appeler Banque mondiale, qui peuvent s'appeler USAID à l'époque, qui vont s'engager à appuyer un processus de démobilisation. Ce processus de démobilisation, on va le voir, va dans deux directions, que ce soit l'armée régulière ou légale ou nationale ou la guérilla. L'armée va retourner dans ses casernes. Les guérillas vont aller dans des camps où elles vont passer au travers de cet exercice de transformation du soldat en civil, de réactivation de son statut de personne civile avec des droits, avec des papiers, avec une information sur ce qu'il faut savoir pour retourner dans la société de manière idéale. Je vous donne un exemple au Rwanda. Quand j'ai visité ce camp de Mutobo, qui est un camp de désarmement des forces démocratiques de libération du Rwanda, des FDLR, c'est un cycle de 50 conférences. 50 conférences, chacune prenant soit la matinée, soit l'après-midi, pour expliquer à tous les nouveaux démobilisés, certains venaient du Congo, mais certains venaient d'aussi loin que du Cameroun ou de Dakar, pour expliquer à tous ces démobilisés c'est quoi la nouvelle vie au Rwanda. Et je répète, c'est quoi la constitution? C'est quoi les pouvoirs en place? C'est quoi l'économie du Rwanda? C'est quoi qui a changé au Rwanda? Par exemple, il n'y a plus votre ethnie sur la carte d'identité. C'est quoi qui a changé en termes d'éducation? Quels sont les droits de vos enfants si vous en avez? Quels sont les droits en termes sociaux si vous voulez toucher une pension d'invalidité parce que vous avez perdu un bras, une jambe, un œil, je ne sais pas quoi, etc., etc., etc. Donc c'est un processus assez long. Vous vivez tous ensemble. Le camp n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il n'est pas gardé par des militaires. Vous êtes libre de rentrer, de sortir, mais vous n'avez pas votre carte de démobilisé si vous n'avez pas passé les 50 conférences et si vous n'êtes pas, entre guillemets, devenu un néo-rwandais ou un nouveau rwandais. Voilà. C'est un processus assez strict. C'est franchement un des plus élaborés que j'ai pu voir dans ce type de situation. Après, vous êtes libéré. Libéré, c'est un terme officiel pour les soldats ou les anciens guérilleros qui quittent une structure militaire. En France, un jeune qui fait son service national, enfin que ça n'existe plus, qui va faire son service militaire 3 ans, il décide de ne pas renouveler son contrat, il est libéré. Donc il rend ses armes, il rend son uniforme, on lui rend ses papiers civils et il repart dans la vraie vie. Dans les processus de DDR, c'est la même affaire. On vous donne les éléments pour rester en contact avec l'instance nationale qui s'appelle généralement une commission nationale de DDR. C'est elle qui va faire la liaison avec les ministères qui vous intéressent, l'éducation, la santé, l'intérieur, les petites entreprises, les banques éventuellement. Mais c'est vous qui êtes un homme libre. Et puis, comme homme libre, vous allez construire votre nouvelle vie sur la base des conseils qu'on a bien voulu vous donner. Si vous êtes, entre guillemets, habité par un désir de revanche, que cette nouvelle vie vous fait peur, que le combat n'est pas fini, ben, tout simplement, vous allez peut-être retourner en situation conflictuelle.
C'est une situation qui peut exister en particulier quand on a conservé des liens comment dire, des liens d'autorité ou de filiation avec un chef militaire. On a vu beaucoup ça en Côte d'Ivoire, on a vu ça en Afghanistan. Quand on n'a pas cassé complètement le lien d'autorité, vis-à-vis de ses supérieurs, on est tenté de repartir à leur côté, éventuellement recommencer le conflit. Un exemple très simple, les FARC. Vous avez aujourd'hui un groupe de FARC qu'on appelle les FARC dissidents. Les FARC ont signé la paix. Les 95% des FARC se sont démobilisés, mais un 5% ou plus a décidé que non, c'était pas fini pour eux, et qui repartaient dans le bush. Lire, ils repartaient faire de l'avocat dans le sud-ouest du pays parce que c'était plus lucratif que de se mettre à prendre un emploi rémunéré, basique, etc., etc. Et puis vous voyez un petit mot en haut à droite qui s'appelle Vert Nouvelle Armée. Une armée vainqueur n'est pas une armée qui va rester comme elle est. D'abord parce qu'il va falloir, entre guillemets, un peu dégraisser le mammouth, hein, c'est-à-dire diminuer ses effectifs qui n'ont plus lieu d'être. S'il en fallait 300 000 pour combattre une guérilla, bah, une fois que la guérilla est éliminée ou est démobilisée, on n'a plus besoin de 300 000. Il faut partir à 200 000 ou à 150 000. Donc on va faire ce qu'on appelle une réforme du secteur de la sécurité. Autre terme essentiel, RSS, ou bien SSR en anglais, Security Sector Reform. Vous allez rebâtir une armée, soit en gardant les mêmes éléments, soit en intégrant dans cette nouvelle armée des éléments de l'ancienne guérilla, pour avoir un mouvement de brassage qui va vous amener vers une nouvelle armée avec un nouvel esprit et qui va intégrer les gens des deux bords. Un exemple, au Burundi, quand ils ont signé la paix, ils ont dit, bon, ben, la nouvelle armée va être composée de 60% de Hutus et 40% de Tutsis. Alors que c'était avant 90% de Tutsis et 10% de Hutus. Bon. Donc, sur une base de quotas ethniques, c'est aussi une façon de faire la paix, c'est paradoxal, mais sur une base de quotas ethniques, on a reconstitué une armée avec une nouvelle identité, avec un nouveau visage. Et c'est cette même armée qui se bat aujourd'hui au Congo, comme elle s'est battue pour les forces de l'Union africaine en Somalie, et qu'elle garde officiellement, évidemment, les frontières du pays, parce que c'est son premier boulot. Donc on va voir ce que ça veut dire d'aller vers une nouvelle armée. Bon, si j'arrive pas à glisser. Alors, à ce stade, pour vous illustrer une réalité de désarmement et de démobilisation, je vais vous engager à voir un film. Il est 9h40, le film fait 36 minutes et on va s'accorder une petite pause café. Donc on va se dire qu'on se retrouve très exactement à 10h25, après que vous ayez évidemment vu le film et fait votre pause café. Contexte, les grands lacs africains ont commencé à rentrer dans un processus de conflit en 94 avec la fin du génocide rwandais. Fin du génocide égale 2 millions de Rwandais qui rentrent au Congo, 1 million qui rentrent en Tanzanie. La guerre civile au Burundi qui continue. Et progressivement, je vous épargne tous les détails, 96, le gouvernement rwandais chasse le gouvernement congolais chasse les Rwandais, s'enclenche une guerre qu'on appelle la Première Guerre mondiale en Afrique, qui implique Congo démocratique, Congo-Brazzaville, Namibie, Zimbabwe, oui, Burundi, Rwanda, Ouganda. Voilà. Donc on va se promener dans certaines de ces situations. On va aller au Burundi, on va aller au Rwanda, on va aller au Congo et on va aller en Ouganda. Et vous allez à chaque fois retenir les leçons de ces différents exemples. Vous verrez comment chaque État gère bien ou moins bien la situation locale. Et après, je veux que vous ayez des questions et qu'on ait un débat sur comment les choses sont allées de l'avant. Et on reprend la discussion juste après à donc 10h25. Je vais suspendre l'enregistrement, vous cliquez sur le lien et vous regardez le film et on se revoit dans 45 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Non, c'est bon, je pense. Eh bien, à tout à l'heure.